C'est l'histoire d'une étudiante, obligée de faire le ménage pour subvenir à ses besoins. Fatou Diom, Cunégonde à la bibliothèque. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y avait point d'effet sans cause et que dans ce meilleur des mondes possibles, il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement. Car, tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi, avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Et les cochons, étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Les malheurs particuliers font le bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. Voltaire. Femme de ménage chez les Dupire, j'occupais mon esprit à valider la thèse de maître Pangloss. Au fond, le bonhomme n'avait pas tort. Dans le monde Dupire, mon malheur particulier faisait le bien-être de toute une famille. Astiquer, toujours astiquer. Des mois passés à déloger les cafards. La serpillère et le balai pour une assiette toujours pleine, la serpillère et le balai pour un loyer toujours payé, un salaire toujours accordé au minimum vital. Voilà pourquoi les Dupire déposaient toute leur saleté en mon honneur. Je venais faire leur ménage le mercredi et le vendredi. Alors que je m'imaginais dans le pire des mondes possibles, M. Dupire se voyait à Sunderton Trunk dans le meilleur des mondes possibles. Tous les matins, il buvait son café, debout devant la table du salon où sa femme installait le petit déjeuner. Sa main gauche tenait la tasse et la droite griffonnait des chiffres calculés à la dernière minute, avant le départ pour le bureau. La calculatrice était l'annexe de son cerveau. Il était comptable. C'était toujours Madame Dupire qui m'ouvrait la porte. Elle voulait que le salon fût nettoyé d'abord. Monsieur, accompagné de sa calculette, allait finir son café dans la cuisine. Dès que la porte s'ouvrait, il demandait invariablement à sa femme « Cunégonde est arrivée ?» Cette impertinente question, il avait commencé par la poser à voix basse. Puis, s'enhardissant, il la faisait maintenant sonner en y ajoutant parfois des commentaires destinés à faire rire son épouse. Cette situation perdurait, d'autant que je feignais de ne pas comprendre. Pourtant, j'aurais pu lui rétorquer. « Non, monsieur, je ne suis pas Cunégonde. » Cunégonde lavait des écuelles sur le bord de la Propontide, chez un prince qui avait très peu de vaisselle, mais qui en avait certainement plus que vous. Elle était esclave d'un ancien souverain nommé Ragotski. Or, je suis peut-être votre esclave, mais la noblesse vous est étrangère. Non, monsieur, vous n'êtes pas un grand seigneur, et votre demeure n'est pas mon Eldorado. Elle ne produit pas de l'or à paver les routes, et les choses que j'ai pu m'offrir grâce à votre argent sont loin d'être au nombre des acariens que j'ai dû avaler chez vous. Vous ne le savez pas, mais j'aime le croissant. Et si je n'en achète plus avec votre argent, c'est que leur forme me rappelle cette tache de sperme que les fesses de votre femme dessinent sur vos draps. Non, monsieur, je ne suis pas Cunégonde, qui était devenue horriblement laide et serait incapable de réveiller cette chose que j'imagine courte entre vos jambes et qui pousse votre pantalon devant vous lorsque vos yeux lassés de la planche qui vous sert d'épouse ne trouvent plus que ma croupe et mon décolleté pour plonger dans la vie. Non, monsieur, vous n'êtes pas dans le meilleur des mondes possibles. Votre nez n'a pas été fait pour porter des lunettes intellectuelles, même si vous avez des lorgnons, mais pour aspirer ma part d'oxygène. Votre bouche n'a pas été fendue pour manger le cochon avec lequel vous avez une certaine parenté, mais pour révéler ce trou béant de l'ignorance que l'humanité ne saurait jamais combler. Voilà ce que j'aurais voulu dire à monsieur Dupire, mais que j'ai tu. Que voulez-vous? À force égales dans leur combat, la faim et la dignité se neutralisent lorsqu'elles se trouvent réunies en nous. Réagir signifierait perdre le privilège de nettoyer le carré de mur des Dupire. Une heure de ménage en moins, ce serait un steak, un savon, un pain ou un livre en moins. Il fallait supporter M. Dupire et l'écouter mutiler Voltaire, car je ne pouvais me permettre de renoncer à la modeste somme mensuelle qu'il me versait et avec laquelle j'achetais des œuvres qu'il ne lirait jamais. Je me taisais et le laissais rire de moi, avec sa femme en m'appelant Cunégonde.
Dans ce monde de la galère où son pain ne dépend pas de soi, on est toujours bip d'une façon ou d'une autre. La relation entre l'employeur et l'employé n'est pas une relation de personne à personne, mais de ventre à pain. Et dans ce meilleur des mondes de l'emploi domestique, quand l'employé rôte, on dit que ça pue. Mais quand le patron ou la patronne pète, on dit que ça sent la lavande. Pour moi, s'il est du pire, tout était au mieux. Je savais pourquoi j'étais là et pourquoi je me taisais. C'était l'essentiel. Tout était au mieux dans ma conscience car je faisais bien mon travail. Et parfois, madame me disait, mes amis me complimentent sur la tenue de ma maison. Tu es une bonne femme de ménage. C'est très bien. Je répondais par un sourire qui signifiait, je bip. Attention, je chercherai tous ceux qui diront que je détestais mes employeurs pour leur casser les jambes avec une batte de baseball. L'alexandrin racinien, je chéris ta personne et je hais ton erreur, me semble assez approprié à la situation. Je ne détestais pas mes patrons. Je leur étais même d'une certaine façon reconnaissante de m'avoir donné un emploi. Et pour mériter mon salaire, je faisais consciencieusement la toilette de leur porcherie. C'est l'image arrêtée qu'ils avaient d'une femme de ménage qui m'exaspérait. Ils oubliaient que la serpillière était faite pour nettoyer leur carrelage et non pour envelopper mon cerveau. Madame, par exemple, me harcelait le mercredi matin. Dépêche-toi, fais vite le salon. La jeune femme qui donne des cours à mon fils va arriver à 9h. Il faut que tout soit bien propre et rangé. Enlève les pantoufles de mon mari, mets-les dans l'armoire à chaussures, ferme la porte de ma chambre à coucher, je vais vite prendre une douche et m'habiller. Il faut savoir que madame m'accueillait toujours en robe de chambre, avec ses gros chaussons, ses cernes, ses cheveux ébouriffés et même parfois ses bigoudis. La voir courir et me faire courir au nom de la décence de l'accueil qu'elle réservait à cette étudiante m'agaçait. J'étais jalouse du respect qu'elle témoignait à cette camarade de fac à laquelle j'avais demandé de ne jamais parler de moi à la famille Dupire. Elle avait tenu promesse. Les Dupire avaient de l'admiration pour elle et madame se faisait propre pour la recevoir. Quant à moi, je trouvais l'appartement dans les états les plus dégoûtants. Dans la chambre à coucher, madame laissait traîner ses petites culottes. Parfois, un dernier tampax nichait entre les couettes où gisait en bas du lit. On ne met pas deux épées dans le même fourreau. Une tige en chasse forcément une autre. Ainsi, supposant mon incapacité de jugement, madame, sans gêne, me laissait la tige vaincue avec laquelle je mesurais sa considération pour moi. Je me sentais insulté dans mon humanité et dans ma féminité. Mais comme j'avais une certaine expérience des emplois domestiques, je trouvais une parade morale. Pour accepter cette vulgarité, je n'étais pas indigne. Il fallait bien vivre. C'est donc madame qui était indigne en me faisant supporter pareille humiliation. Il m'arrivait même de chanter en besognant. Lorsqu'on est bafoué, nié, on se forge une carapace que certains appelleront courage et d'autres orgueil. Mais quel que soit son nom, cette carapace permet de sauver ce morceau de dignité qui assure la passerelle entre soi et le reste des humains. Cunégonde disait, une personne d'honneur peut être violée une fois, mais sa vertu s'en a fermée. Je n'étais pas résigné, mais juste un peu plus apte à résister psychologiquement. Pendant une année entière, les Dupire m'ont exposé leur saleté, leur tard et leur vulgarité, qu'ils maquillaient dès qu'ils étaient en présence de gens qu'ils supposaient éduqués, c'est-à-dire de leurs semblables, qui la plupart du temps n'avaient rien à apprendre aux orang-outans. J'affirme que toute l'étude de Freud sur l'être humain est approximative, car il s'adressait à des gens persuadés de son intelligence. Or, l'homme social ne se livre totalement que lorsqu'il vous croit incapable de réfléchir et de le juger. Si Freud, armé de son savoir, avait adopté la livrée en société, il aurait plus et mieux appris sur la nature humaine. Quant à moi, ce n'était pas seulement une force d'adulte qui me permettait d'affronter les tâches rudes et les colibés. Mes souvenirs d'enfance m'étaient d'un grand secours. Deux images gravées en moi me servaient de béquille lorsque ma volonté menaçait de s'affaisser. À plus de 5000 km de moi, mes grands-parents participaient, peut-être sans le savoir, à mon combat pour la survie. J'ai la meilleure des grand-mères. Elle ne me lisait pas d'histoire pour m'endormir et ne m'embrassait pas pour mon anniversaire. Elle m'a gavé de couscous et racontait la vie telle qu'elle est vraiment. Elle a refusé le mensonge de tous les grands-parents du monde qui empruntent la bouche d'une fée
pour raconter à leurs petits-enfants la vie telle qu'elle ne sera jamais. Le meilleur des grands-pères est le mien. Dans les champs de mil fécondés par les pluies sahéliennes, mon grand-père ne m'offrait pas de petites fleurs. Il me tendait la houe et me disait de gratter le sol. À force de transpirer, j'ai compris que seule la sueur faisait pousser les plus belles fleurs, celles qui garnissent une vie digne, la seule qui mérite d'être vécue. L'image dégradante que M. Dupire me collait n'était pour moi qu'un tas de broussailles qu'il fallait franchir pour accéder à la rivière désaltérante. Il pouvait donc continuer, car ma sueur faisait pousser ce que sa salive ne pouvait tuer. Le diable peut bien profiter de la nuit, mais le soleil ne tardera pas à venir pour lui crever les yeux. La vie est une amante infidèle. Elle ne garde les ténèbres que pour mieux voir le soleil briller et la lumière chasser les ombres. Monsieur Dupire semblait l'ignorer jusqu'au jour où il rencontra Cunégonde à la Bibliothèque nationale de Strasbourg. Je consacrais mes journées sans ménage à mes études. Et comme le samedi matin, je n'avais ni ménage ni cours, je me rendais à la bibliothèque. C'était un rituel paisible qui me tenait à cœur. Je pouvais y rencontrer mes camarades de faculté et me sentir un peu étudiante. La bibliothèque était la bulle étanche où la javel ne pouvait venir chatouiller mes narines, où les hapas de M. Dupire se rectifiaient d'eux-mêmes et où mon cœur, au lieu de se refermer sur lui-même pour résister, allait s'épanouir dans la lumière mystérieuse irradiant des livres. Mais parfois, les bulles crèvent, et c'est ce qui arriva à la mienne un samedi matin. Alors que je sortais de la salle de lecture des microfiches, une voix familière m'interpella. « Vous, ici ? Mais que faites-vous ici ?» C'était M. Dupire qui me dévisageait la moustache dressée, les yeux exorbités. Je me composai une sérénité et lui répondis d'une voix calme. « Comme vous, monsieur, je cherche des livres. »« Mais enfin, dit-il, pour qui ? Pourquoi ?»« Pour moi, monsieur, pour les lire, lui dis-je. »« Mais enfin, dit-il, seriez-vous étudiante ?»« Oui, répondis-je. »« En quoi ? Continua-t-il. »« En lettres modernes. »« Oui, mais en quelle année ? Ajouta-t-il, saisi d'un besoin soudain de m'évaluer. « En DEA, lui dis-je. »« Mais, bafouilla-t-il, vous ne m'aviez pas dit que... » Non, lui coupai-je sa phrase. Celle qui vient chez vous, on lui demande juste d'être une bonne femme de ménage. Et c'est ce que je suis, je crois. Il inspira un grand coup et poursuivit. Vous auriez dû me dire que... Que, repris-je gaiement, qu'avant de laver des écuelles sur le bord de la Propontide, Cunégonde aimait écouter les leçons du professeur Pangloss, ou que la serpillière dessèche le carrelage et non le cerveau. Ses épaules s'affaissèrent, ses traits déformés se figèrent et son visage rouge semblait contenir tout le mauvais vin qu'il avait ingurgité dans sa vie peu raffinée. Il était coloré par la gêne. L'ayant crucifié de mes yeux pendant quelques instants, je lui envoyai mon grand sourire de femme de ménage avant de partir avec mes livres sous le bras. Il me suivit du regard sans bouger. Cette fois, il ne considérait ni ma croupe, ni mon décolleté, mais l'étendue de sa bêtise. Dupire venait de comprendre qu'aucune de ces goujateries n'avait échappé à ma cervelle de femme de ménage qu'il supposait peu élastique. « Allô ?» dit une voix féminine. « C'est Madame Dupire. Je voulais vous dire que pour les semaines à venir, nous n'aurons pas besoin de vos services. Mais ne vous en faites pas, nous vous recontacterons. »« Bien soit, madame, dis-je. J'ajoutai. Cunégonde vous sera toujours dévouée. Les Dupire ne m'ont jamais rappelé. J'attends encore leur coup de fil et les 160 francs qu'ils me doivent pour mes 4 dernières heures de ménage dans leur appartement. » Ce récit s'ouvre comme une véritable satire sociale, placée sous le signe de l'ironie voltairienne. Dès les premières lignes, l'autrice convoque Pangloss et sa célèbre théorie optimiste « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Mais contrairement à Voltaire qui s'en prenait aux illusions philosophiques, l'autrice cible ici directement l'optimisme bourgeois contemporain. Ainsi, chez les Dupire, cette famille ordinaire, le confort et l'insouciance sont directement nourris par la sueur, l'humiliation et les sacrifices silencieux d'une femme de ménage immigrée. Le choix du patronyme Dupire lui-même est loin d'être anodin. Le préfixe du évoque subtilement une prétention sociale, presque nobilaire, tandis que la terminaison révèle par un jeu phonétique l'hypocrisie bourgeoise à son paroxysme.
En un seul nom, l'autrice résume ainsi toute une catégorie sociale, celle qui, derrière une façade de respectabilité et de bienveillance, dissimule mépris et exploitation. Pour autant, il ne s'agit pas ici de faire un procès personnel à monsieur et madame Dupire, en tant qu'individu. L'autrice elle-même prend soin d'écarter cette interprétation simpliste en lançant avec humour: « Je casserai les jambes de quiconque prétendra que je déteste mes employeurs ». La narratrice ne s'attaque pas aux personnes, mais à leur axiome de pensée, cette manière de juger la valeur humaine en fonction des diplômes, du statut social ou de l'origine géographique. Elle rappelle ainsi implicitement ce vers célèbre de Racine: « Je chéris ta personne, mais je hais ton erreur ». Un élément particulièrement frappant dans ce récit est la déshumanisation subtile mais constante de la narratrice. Jamais les Dupire ne la désigne par son véritable prénom. À la place, il lui impose le surnom Cunégonde, personnage esclave dans le roman Candide de Voltaire. Cette privation d'identité est lourde de sens. Comme l'expliquait le théoricien Frantz Fanon, retirer le nom d'une personne, c'est déjà lui enlever une part essentielle de son humanité, la réduire à une simple fonction utilitaire. L'autrice souligne également comment l'origine ethnique ou nationale conditionne profondément le traitement que l'on reçoit. Parce qu'elle est étrangère, la narratrice est automatiquement considérée comme peu instruite. Cela est clairement mis en évidence dans la scène où Madame Dupire déploie tout un cérémonial pour recevoir dignement la tutrice de son fils, sans savoir que celle-ci est précisément la camarade d'université de sa propre femme de ménage. Ce double standard est criant. L'apparence sociale prime sur les compétences réelles, révélant le racisme ordinaire inscrit dans les relations quotidiennes. Ce récit possède aussi une dimension genrée très forte. L'humiliation de la narratrice passe constamment par des détails corporels très intimes. En effet, elle doit nettoyer les sous-vêtements sales ou les tampons usagés laissés par Madame Dupire. Cette humiliation corporelle constante révèle une domination simultanément sexiste et classiste. Le corps de la femme de ménage semble avoir moins d'importance que les saletés qu'on lui demande de nettoyer. L'autrice expose également toute la tension existant entre dignité et subsistance. Elle le résume par une formule forte: relation de ventre à pain. Autrement dit, la nécessité de survivre économiquement s'oppose constamment à l'envie légitime de préserver la dignité personnelle. Protester entraînerait immédiatement la perte d'un revenu vital, tandis que se taire revient à consentir à une humiliation permanente. Cet équilibre précaire est celui que vivent quotidiennement de nombreux étudiants occupant des emplois subalternes. Alors certes, on pourrait reprocher à la narratrice d'avoir volontairement caché à ses employeurs son statut réel d'étudiante. Mais posons-nous honnêtement cette question. Aurait-elle vraiment obtenu ce poste si elle avait révélé sa véritable qualification? Dans ce type de métier domestique, la soi-disant surqualification est souvent motif immédiat de refus d'embauche. Cacher son parcours universitaire est devenu une véritable stratégie de survie. D'ailleurs, le récit lui donne raison, puisque dès que M. Dupuis découvre qu'elle est étudiante à la Bibliothèque nationale, la famille cesse aussitôt de recourir à ses services. L'hypocrisie éclate à ce moment précis, et le savoir devient une menace dès qu'il sort du cadre qui lui est socialement assigné. C'est justement là que se situe le point de bascule du récit. Lorsque M. Dupire découvre avec stupéfaction sa femme de ménage plongée dans des études universitaires poussées, le savoir devient une arme d'émancipation. Comme le théorise Gayatri Spivak, accéder au langage savant permet aux dominés de reprendre le contrôle symbolique sur leur destin. Cette subversion est également portée par le style de l'autrice. Elle utilise volontairement un langage érudit avec des termes comme apas, propontide, tout en insérant brusquement des formules très crues et familières comme le célèbre «je bip», adressé intérieurement à Madame Dupire. Ce choc stylistique permet de briser les stéréotypes racistes et sociaux qui associent encore trop souvent l'immigration à l'ignorance ou à l'inculture. Enfin, il est important de noter que l'autrice refuse toute victimisation. Elle conclut son texte par une phrase à l'ironie puissante: « Cunégonde vous sera toujours dévouée ». Derrière cette apparente soumission, il y a un véritable acte de résistance, ironique et subtil. En conservant le dernier mot, la narratrice garde en réalité le contrôle symbolique de la situation. Ce texte met en lumière trois éléments essentiels qui s'opposent constamment: subsistance, dignité et savoir. Et il nous éclaire sur le quotidien difficile de nombreux étudiants étrangers, hommes comme femmes, contraints d'accepter des emplois très inférieurs à leurs qualifications réelles
pour pouvoir subvenir à leurs besoins et continuer leurs études. Ce récit nous pousse donc à réfléchir. Ce récit, Cunégonde à la bibliothèque, est extrait du recueil de nouvelles intitulé La préférence nationale, publié en 2001 aux éditions Présence africaine. Ce recueil, écrit par la romancière sénégalaise Fatou Diom, regroupe plusieurs histoires brèves où l'autrice explore avec ironie, lucidité et finesse les réalités sociales vécues par les immigrés en France. À travers des personnages confrontés au racisme ordinaire, aux préjugés sociaux et aux illusions d'une société qui se prétend égalitaire, Fatou Diom interroge sans complaisance le concept même d'intégration. Née en 1968 à Niodior, au Sénégal, Fatou Diom arrive en France en 1994 et connaît elle-même la réalité de la précarité et des emplois domestiques. Son expérience personnelle nourrit largement ses récits. Après ce premier ouvrage remarqué, elle connaît un grand succès avec son roman Le ventre de l'Atlantique en 2003. Fatou Diom est aujourd'hui reconnue comme l'une des voix majeures de la littérature francophone africaine contemporaine, défendant avec conviction une vision humaniste et universelle du monde. Merci de nous avoir accompagnés dans cette nouvelle escapade littéraire. J'espère que vous avez apprécié autant que nous ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous avez des suggestions d'histoires ou d'auteurs que vous aimeriez voir présenter, laissez-les en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle exploration de la littérature africaine.